Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de ce webinaire, l'habitat en container, l'état du secteur, co-conçu et animé par Caroline Mathieu, David Gross. Tous deux sont architectes spécialisés dans ce type de construction et aussi formateurs chez Format Cargo. Vous l'avez sans doute repéré, cette webconférence s'inscrit dans un cycle de conférences beaucoup plus large, notamment à ce sujet. Les trois autres webconférences seront consacrées d'une part aux contraintes techniques. La troisième sera plutôt relative aux choix constructifs à l'aune de la RE 2020. Et la dernière webconférence vous donnera accès à un retour d'expérience côté architecte, mais aussi côté client. Alors, avant que Caroline et David se présentent davantage, je vais bien évidemment laisser la parole à Boris Nicolisac, lequel est responsable pardon, du centre de formation Format Cargo. Il va évidemment exposer les raisons de la mise en place de ce cycle de webconférence et aussi vous présentera rapidement Format Cargo. Je reprendrai la parole afin de vous présenter très rapidement Hello Formation puisque vous nous connaissez largement. Et ensuite, Caroline Mathieu et David Gross auront l'occasion, bien sûr, de se présenter. Boris, je Oui, vous laisse la merci. parole. Oui. Merci Gaël, merci à ILO Formation d'héberger ce webinaire. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce webinaire donc en rapport avec l'état du secteur de l'habitat container. Je suis Boris Nicolizac, comme le disait Gaël, responsable d'établissement chez Format Cargo. Format Cargo, c'est un organisme de formation qui est dédié à la cargotecture. C'est le seul actuellement en France à proposer des parcours de formation en rapport avec cette activité. Donc la cargotecture, c'est le fait de revaloriser des conteneurs maritimes pour les transformer en habitat. Donc nous, on est spécialisé dans la revalorisation de conteneurs maritimes. C'est un domaine qui est en pleine expansion, de même que la construction hors site, de la même façon que la construction hors site, et qui répond à des enjeux écologiques et économiques majeurs. Donc, au sein de Format Cargo, on propose des parcours certifiants qui couvrent l'ensemble des compétences nécessaires à la transformation des containers en modules habitables, ce qui inclut la métallerie, la menuiserie, la soudure, les métiers du second œuvre. Donc, c'est une approche qui se distingue par l'accent que nous mettons également sur l'inclusion et la diversité, dans la mesure où l'on propose des programmes adaptés également aux jeunes NEET, et notamment aussi notre participation active dans des initiatives comme les entreprises s'engagent et la filière hors site France notamment. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais pas être plus long. Je pense que vous êtes là tous surtout pour écouter nos deux intervenants, David et Caroline, et moi je me tiens à votre disposition si vous souhaitez me poser des questions à l'issue ou dans la foulée de ce webinaire. Merci beaucoup, Boris. Allez, 2, 3 minutes. Je présente très rapidement ILO Formation. Vous le savez, on a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes Occitanie en 2012. Notre raison d'être est bien évidemment de favoriser votre engagement en formation en vous proposant des formations de qualité, puisqu'elles sont toutes testées en amont par des membres du CROA et ou par des adhérents. Nous organisons aussi des web conférences gratuites, lesquelles donnent lieu à attestation de formation complémentaire et nous pouvons aussi, à vos côtés, co-concevoir des actions de formation au sein de vos agences en intra. Sachez que l'ensemble des membres de notre conseil d'administration est composé d'architectes. J'ai terminé de la présentation d'ILO. Caroline Mathieu et David Gros, si vous êtes prêts, la parole est à vous. Je me présente, moi je suis Caroline Mathieu, je suis architecte à mon compte depuis 4 ans au nord de Montpellier et je m'intéresse à la maison container depuis pas mal d'années et j'ai pu réaliser mes premières maisons container l'an dernier. Voilà. Et je me présente également. Bonjour, je suis David Gross, je suis architecte à Pont-à-Mousson dans le Grand Est et je m'intéresse fortement au sujet de la maison conteneur et j'ai quelques projets à mon actif également depuis 6 ans sur le sujet. Je te laisse poursuivre, Caroline. Allez, c'est parti.
peux mettre le slide, le prochain. Voilà. Donc moi, je vais commencer par vous parler de la construction hors site, qui regroupe des méthodes de construction où les éléments du bâtiment sont fabriqués en fait en usine avant d'être assemblés sur site, qui a vraiment connu une croissance constante au cours de ces dernières décennies. Ce type de construction est particulièrement pertinent dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou d'augmentation des coûts de matériaux et de demande accrue pour les projets à la fois rapides et respectueux de l'environnement. L'habitat en container fait partie en fait de cette tendance. Il repose sur la modularité, la standardisation et l'efficacité de production. Chaque année, des millions de containers sont retirés de la circulation internationale et donc ça nous permet d'avoir une source vraiment abondante de matériaux de construction qui peuvent être réutilisés de manière rentable et écologique. Juste avant, David. Merci. Alors pour parler des origines en fait des containers, on parle toujours d'innovation. Moi, je trouve que c'est pas vraiment une innovation. Ça fait déjà plus de presque 40 ans en fait qu'on parle de containers. Les premières utilisations de containers maritimes pour la construction remontent vraiment à la fin des années 80. C'est principalement des architectes visionnaires et des ingénieurs expérimentaux qui ont commencé à explorer l'idée de transformer ces structures métalliques robustes en espaces habitables. À cette époque, l'objectif principal était souvent la réutilisation des containers pour des installations temporaires ou alors des abris d'urgence, notamment dans les contextes humanitaires ou militaires. Le principal attrait résidait dans la robustesse des containers, leur disponibilité mondiale et leur faible coût. Plusieurs architectes sont pionniers d'ailleurs et ont marqué vraiment l'histoire de la cargotecture. Vous avez j'ai plusieurs exemples à vous donner, hein. J'ai l'architecte Adam Calkin aux États-Unis, qui est souvent cité comme l'un des architectes précurseurs dans l'utilisation des containers. Et il a lancé en fait en 2003 une maison préfabriquée qui utilisait justement 6 containers maritimes. Le projet a mis en lumière l'aspect esthétique et fonctionnel des maisons containers et a contribué à populariser cette approche. Aujourd'hui, cette maison, la Quick House, est considérée comme une icône de la cargotecture. Vous avez également un japonais, alors désolé si je prononce pas très bien, c'est Shigeru Ban, qui lui est connu plutôt d'habitude pour des constructions en matériaux légers comme le carton. Il a également utilisé des containers maritimes pour des projets de reconstruction après des catastrophes. Son engagement pour la conception d'abris temporaires après des séismes ou des tsunamis l'ont vraiment conduit à explorer des solutions modulaires. Et les containers, du coup, ont offert une réponse rapide et économique dans ces contextes-là. Vous avez également aux États-Unis le studio d'architecture Lot Eck, qui est à New York, qui a joué aussi un rôle essentiel dans l'essor de la cargotecture, avec une approche plus urbaine et artistique. Hein. Ils ont développé en fait un, un projet utilisant des containers maritimes, mais plutôt résidentiels, commerciaux et culturels. Leur projet s'appelle APAP Open School en Corée du Sud et a été réalisé en 2011. Ils utilisent en fait 12 containers empilés pour accueillir des événements artistiques et des ateliers. Ce qui leur a plu en fait, c'est ils ont mis un fort accent en fait sur le recyclage des matériaux. Vous avez également l'architecte Maziar Behruz, également aux États-Unis, hein, qui a créé un projet qui s'appelle Container Studio à New York, conçu en 2010. Et là, il propose donc 2 containers de 40 pieds et qui ont été utilisés comme un studio d'art et d'espace de travail pour les artistes. Ce projet a démontré que les containers pouvaient être intégrés dans des environnements résidentiels, même haut de gamme, tout en conservant une approche économique et écologique. En France, hein, vous avez l'architecte Patrick Partouche, qui a également contribué à la cargotecture et il a créé la maison container Lille, achevée en 2010.
Cette maison, elle a été construite à partir de 8 containers et offre un espace de vie contemporain avec une esthétique plutôt industrielle assez marquée. Vous avez également Stéphane Schultz et Kevin Schopfer aux États-Unis qui ont créé le projet LifePod, pareil, qui propose des solutions d'abri temporaires construits avec des containers qui répondent aux crises humanitaires en fait. En France, hein, on a quand même notre célébrité, c'est Jean Nouvel, qui, pour ses projets architecturaux novateurs, a également exploré l'utilisation des containers, même si ça a été plus limité dans son œuvre générale, il a quand même été l'un des défenseur de l'architecture modulaire et hors site, notamment pour les projets impliquant des structures industrielles préfabriquées. Donc pour parler, David, tu peux me lancer la prochaine diapo. Merci. Le mode de construction a commencé vraiment à se populariser plutôt dans les années 2000, en particulier dans les pays occidentaux et développés, pour différentes raisons. Déjà, vous avez toute la préoccupation environnementale croissante, la prise de conscience des enjeux liés à la durabilité et à la réutilisation des emplois a vraiment stimulé l'intérêt pour les constructions alternatives, et les containers sont vraiment devenus un symbole de réemploi et de construction écologique. Vous avez le côté aussi innovation architecturale. Les architectes ont vu dans les containers vraiment une opportunité de créer des bâtiments modulaires, modernes et souvent spectaculaires aussi, à un coût vraiment réduit. Et ils se sont notamment penchés, enfin on s'est notamment penché, puisque je crois qu'on est de nombreux architectes aujourd'hui, sur des projets résidentiels, commerciaux. Enfin, il y a eu des bureaux, des écoles, des hôtels. Enfin, c'est pas juste limité à la maison individuelle. Et vous avez aussi l'accessibilité économique. Le coût est relativement faible des containers et ils arrivent, ils sont déjà solides et ils ont une capacité à être empilés qui est intéressante. Ça a séduit de nombreux porteurs de projets qui cherchaient à réduire les coûts de construction. C'est vraiment le cas du projet de Adam Kilkin de la Quick House, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, dans les années 2010, la pergotecture a pris une dimension vraiment internationale avec des projets innovants et on en retrouve vraiment dans beaucoup de pays. Vous en avez autant aux États-Unis, à Los Angeles, New York, Austin, même où le coût du logement est très élevé. Et du coup, les initiatives en matière de développement durable sont vraiment encouragées. Mais vous en avez également en Europe. David, si tu veux, tu peux défiler. Ouais, merci. Comme aux Pays-Bas, ici on le voit. Ouais. On en a en France aussi, au Royaume-Uni, où on a adopté plutôt ce modèle pour des projets de logements sociaux ou des hébergements étudiants, bureaux. En Australie, plusieurs projets ont été lancés et eux, c'est plutôt les maisons individuelles ou les espaces commerciaux dans une optique économique et écologique. En Afrique et en Asie, les containers ont été utilisés à grande échelle pour répondre à des besoins de logement vraiment temporaires, dans des contextes de reconstruction après catastrophe naturelle ou gestion de crise humanitaire. Mais c'est vrai qu'on retrouve vraiment les containers enfin, c'est vraiment étalé dans le monde en fait. On n'en retrouve pas à un endroit en particulier. C'est vraiment partout. Donc, l'intérêt, ouais, pardon, à Montpellier aussi, au Havre. Donc, l'intérêt croissant pour la construction mobilière hors site se manifeste notamment par une augmentation notable des inscriptions aux webinaires dédiés à ce domaine, hein, comme aujourd'hui. Euh, je, je crois que chez Hello Formation, pour les webinaires, on est plutôt à 30-40 inscriptions, alors que dès qu'on met le mot container, bah là, on se retrouve tout de suite avec 70-80 inscriptions. On voit bien que ça suscite de l'intérêt. Donc, ce mode constructif attire de plus en plus de professionnels et d'acteurs de bâtiments en raison de ses avantages, tels que la réduction des délais, des coûts, l'impact environnemental et l'essor des technologies associées comme le BIM et l'intégration des matériaux biosourcés suscitent un engouement, rendant ces événements en ligne de plus en plus populaires
qu'on puisse échanger sur les innovations et les meilleures pratiques. Dans mes recherches, j'ai trouvé une société qui s'appelle The Rainy Insight. Désolée pour l'accent, je parle très mal anglais. C'est une société en fait qui étudie le marché dont l'objectif est de fournir aux entreprises des informations d'exploitation grâce à l'analyse des données afin d'améliorer leur sens des affaires. Et donc ils ont étudié un peu le marché du container. Et cette société estime que le marché mondial des maisons containers était évalué à presque 62 milliards de dollars en 2022, avec une croissance de presque 6% en 2023 à 2032. Donc le marché devrait atteindre d'ici 2032 pardon, quasiment 110 milliards de dollars. La demande croissante de la construction économe en énergie stimule la croissance du marché. En outre, vous avez la pandémie qui a poussé vraiment les gens à rechercher davantage de développement d'ail dans le domaine du design et de la décoration, ce qui a également stimulé la croissance du marché. Donc, les maisons containers connaissent un intérêt croissant également en France, hein. Donc là, je vais parler un peu plus précisément de la France. Cependant, leur part reste relativement modeste dans le secteur de la construction, hein. La maison container, bien qu'elle suscite un intérêt de plus en plus marqué, ne représente à ce jour qu'une toute petite fraction du marché global. Selon les dernières estimations, on est à moins de 1% des nouvelles constructions qui sont réalisées à partir de containers. Ces chiffres peuvent sembler faibles, mais il fait que augmenter en fait, hein, notamment dans les grandes agglomérations et chez les particuliers qui sont sensibles aux enjeux écologiques et à la durabilité. Les estimations actuelles indiquent qu'on fait à peu près entre 2000 et 3000 maisons à construire en France à ce jour. Elles sont souvent réalisées par des particuliers en autoconstruction en fait, ou alors par des entreprises spécialisées dans la transformation des containers maritimes en habitat. Les grands centres urbains, Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, connaissent une demande de plus en plus forte en raison de, de la rareté et du coût élevé des terrains. Donc du coup, ça rend la modularité et la flexibilité des maisons containers vraiment attractives. Par an, on construit à peu près entre 200 et 300 maisons. Alors les chiffres, juste le slide d'avant, j'ai presque fini. Les chiffres nationaux précis sont pas vraiment, enfin, sont difficiles à obtenir, car en fait les maisons containers sont pas répertoriées elles toutes seules, quoi. Elles sont noyées dans les statistiques officielles du bâtiment. Voilà. Donc, en fait, je vous ai sorti un petit exemple. On a la chance de connaître chez Format Cargo le, le propriétaire de la maison Crobo. Vous retrouvez d'ailleurs sur Facebook pas mal d'infos sur cette maison. Et donc j'ai pu lui demander si sa maison avait une valeur immobilière on va dire, un peu plus faible qu'une maison traditionnelle. Et en fait, voilà ce qu'il m'a répondu, hein. Donc, il a fait sa maison à Nantes. Il a acheté un terrain de 700 mètres carrés à 90 000 euros. Et il a fait une maison de 140 mètres carrés, celle que vous voyez à l'écran. Donc, il a tout fait lui-même hein, en autoconstruction et il a dépensé 100 000 euros de matériaux. Il a fait estimer sa maison cette année. On lui avait demandé cette année de le faire. Il y a deux agences immobilières qui sont venues et elles ont estimé la maison entre 380 000 et 403 000 euros. Et en fait, dans la même rue, il s'est vendu une maison de taille similaire, hein, donc à peu près sur 700 mètres carrés de terrain, 140 mètres carrés habitables, et la maison est partie à 390 000. Donc en fait, on peut en déduire que le mode constructif n'affecte pas la valeur euh, du, euh, du marché immobilier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, pour l'avenir du container. Donc, actuellement, les maisons containers sont largement utilisées dans de nombreuses régions du monde, à la fois pour des raisons économiques, écologiques et esthétiques. Ce mode de construction a évolué vers des projets plus sophistiqués, intégrant des techniques avancées de construction hors site, des matériaux de haute qualité ainsi que des technologies modernes. On a de meilleures isolations
thermique, de meilleure performance, on met des panneaux solaires, etc. Avec la montée en puissance de la construction modulaire et la recherche de solutions de logement durable, les maisons containers devraient normalement continuer à évoluer et à se diversifier, notamment dans le cadre de projets à grande envergure ou dans des initiatives liées à la réduction de l'empreinte carbone dans la construction. Donc la construction hors site regroupe des méthodes de construction où les éléments du bâtiment sont fabriqués en usine avant d'être assemblés sur site, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle connaît vraiment une croissance constante au cours de ces dernières années et elle est particulièrement pertinente dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, d'augmentation des coûts de matériaux et une demande accrue pour les projets à la fois rapides et respectueux de l'environnement. L'habitat en container fait partie donc vraiment du projet des maisons hors site. Donc, selon les dernières analyses du marché, la construction modulaire, donc y compris ce qui englobe donc les maisons containers, représente environ 5% du marché global de la construction en Europe. Et pareil, ce chiffre ne fait que augmenter. Le taux de croissance annuel du marché mondial de la construction modulaire est estimé à 6,5% pour les prochaines années. Un chiffre qui témoigne donc de l'engouement croissante pour cette méthode de construction rapide et flexible. Donc, l'évolution du réseau de la construction modulaire en France s'observe particulièrement dans les grandes villes où le prix du foncier est élevé et la pression pour construire rapidement est vraiment forte. Les entreprises de construction modulaire se multiplient et des acteurs majeurs du bâtiment ont commencé à investir dans des projets hors site tels que la construction container. Des régions comme l'Île-de-France, Lyon, Bordeaux sont devenus des pôles dynamiques pour ce type de construction. Vous avez des projets de grande envergure dans le domaine du logement social, de l'habitat temporaire et des bâtiments publics qui ont renforcé la visibilité et la crédibilité de la construction en container. Par ailleurs, la création de clusters régionaux pour la construction modulaire permet à un réseau d'entreprises, de chercheurs, de designers et de régulateurs de se coordonner autour de projets innovants. Ça fait un peu de la France un leader potentiel dans ce secteur en Europe. Voilà pour la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder les questions qu'il y a eu. Ouais. Euh, on a tout à fait d'accord. C'est très ancien, quasiment depuis le début pour des bases de vie. Donc ça, c'est une affirmation. Est-ce que nous aurons accès à un PDF ou bien une vidéo Oui, sur... on vous donnera tout. Vous pourrez effectivement, toutes les références que je vous donne, vous pourrez les retrouver facilement. Donc, pareil pour la question, serait-il possible de recevoir le support de Oui, vous les présentation? aurez, mais je pense que vous l'aurez à la fin en fait du webinaire. Et dommage que l'on n'ait pas les photos de ces réalisations. Donc, toutes ne sont pas passées effectivement dans les photos. On Donc, en a mis pas mal, mais c'est vrai que pas forcément celles où j'ai un peu plus développé. Mais je vous invite à les rechercher sur Internet, vous les trouverez facilement. voilà pour les questions sur la partie 1. Je te reprends sur la partie 2, les avantages de l'habitat en conteneur. Hop. Alors, donc, un des grands arguments en faveur de la maison conteneur, c'est la compétitivité économique par rapport aux constructions traditionnelles. Globalement, le coût moyen d'une maison en conteneur, ça oscille entre 800 et 2000 euros du mètre carré, quand on est entre 1300 et 2500 euros du mètre carré pour une maison dite traditionnelle. Euh, c'est une économie donc du coup de près de 30 à 50% qui s'explique par plusieurs facteurs. Il y a la réduction du coût des matériaux, donc l'utilisation du conteneur maritime recyclé comme base structurelle qui permet de limiter l'achat de coûts de matériaux coûteux, donc type béton, briques, qui sont structurels, coûteux et à fabriquer. C'est une ressource dont on dispose facilement, du coup, le conteneur.
On a la diminution des délais de construction. On gagne à peu près 30 à 50% de temps de construction par rapport à une construction traditionnelle. On a des processus donc, de transformation qui peuvent se faire en temps masqué. Donc, hors site, on transforme le conteneur pendant que la fondation est en train d'être fabriquée. Et donc, on réduit du coup les frais de chantier par ce processus. Et puis, on a la maîtrise des coûts de main-d'œuvre, la nature préfabriquée des conteneurs qui nous réduit, donc, comme le disait Caroline tout à l'heure, la- le besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, on a un coût d'intervention qui est moindre chez les artisans. Et puis, le potentiel de revente, donc, on a parlé de la maison Crobo juste avant. Et le fait que le côté modulaire permet également de potentiellement déplacer, reconfigurer les modules, donc les conteneurs, ou les revendre aussi pour les retransformer à nouveau pour un autre utilisateur. Donc ça reste un matériau qui est flexible. Donc il y a aussi les avantages écologiques qui sont à prendre en compte et qui sont significatifs, qui rendent la maison conteneur globalement attrayante dans un contexte de transition énergétique et puis de prise de conscience environnementale. Le premier point, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Le réemploi de conteneurs maritimes permet de prolonger la durée de vie des matériaux qui ont déjà été fabriqués et qui seraient mis au rebut de manière sûre s'ils n'étaient pas réutilisés dans la construction. On évite la construction de nouveaux matériaux et donc la contribution à une empreinte carbone croissante. Ce qui est intéressant à prendre en compte, on le verra plus tard dans une réflexion RE 2020. Euh, Chaque conteneur qu'on utilise, ça représente une tonne de métal réutilisé. Euh, et on est sur des constructions à faible impact. C'est-à-dire que l'habitat en conteneur nécessite moins d'eau, moins d'énergie et moins de ressources que les autres modes de construction. Et on limite également les déchets sur son chantier puisqu'ils sont généralement générés en usine et ils sont moindres. Et le déchet d'un conteneur est un déchet qui est recyclable puisque c'est de l'acier. Et combiner le conteneur avec les autres évolutions en termes de matériaux d'isolation et nouvelles technologies, donc les panneaux solaires, les toitures végétalisées, les isolants biosourcés, on a des maisons qui sont tout à fait capables d'atteindre un niveau un niveau de réglementation environnementale 2020 de manière simple. Donc, l'un des points forts de l'habitat en conteneur, c'est la capacité à s'adapter à beaucoup de besoins et différentes configurations. Donc, on a la modularité des espaces, pardon. Les conteneurs peuvent être empilés, agencés et juxtaposés pour créer des espaces habitables variés et personnalisés. Ça permet une flexibilité de conception et une optimisation de l'espace en fonction des besoins de chaque habitant. On est rapide, donc on a la rapidité de montage et de démontage. Contrairement à un bâtiment traditionnel, une maison conteneur, elle peut être montée en quelques semaines. On a une structure modulaire qui permet de la déménager et de réutiliser certaines parties du bâtiment dans d'autres projets. Et elle est adaptable à son environnement, la maison conteneur. Elle est capable de s'adapter à différents types de terrains, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et leur résistance structurelle permet de les installer dans des environnements variés des contextes euh, à forte, comment, à forte contrainte météorologique, par exemple. C'est résistant aux intempéries, on n'a pas de souci majeur avec un conteneur pour le mettre en œuvre sous la pluie, par exemple. D'un point de vue alors peut-être qu'il y avait des questions sur cette partie, j'ai pas, j'ai pas regardé. Je suis en train d'écrire à Béatrice Cortés. Sommes-nous certains que les containers utilisés sont issus du réemploi? J'étais en train de vous écrire que pour ma part, quand je fais des projets containers, je prends uniquement des derniers voyages.
aucun intérêt de demander des containers neufs, en fait, parce que la fabrication du container, bah, elle est pas écologique. Donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre des carcasses dont plus personne ne veut, en fait. Et vu qu'avec la Euro 2020, de toute façon, vous faites isolation intérieure-extérieure, on ne voit plus le container en finalité. Il est complètement pris dans l'isolation. Et Donc, ouais, pardon. concrètement, le risque de faux conteneurs construits pour devenir bâtiment, il est assez limité dans la mesure où un conteneur dernier voyage a un prix nettement inférieur à un conteneur neuf. Il n'y a aucun intérêt à les fabriquer un faux conteneur pour leur vendre pratiquement 4 fois moins son prix. Et pour toutes les questions qui concernent les décennales, on va en parler un petit peu après. Donc, on pourra répondre à vos questions un petit peu plus tard. Oui, il y a comment évaluer la réduction de l'empreinte carbone pour la RE 2025 grâce à l'utilisation de conteneurs. Donc j'imagine que c'était RE 2020 devait être écrit. En fait, la partie conteneur, elle est évaluée à zéro. Le conteneur, c'est un élément de réemploi. Euh, Impact sur le lycée construction, hein, c'est zéro. Donc, ça en fait un matériau structurel, euh, économique aussi sur le poids carbone. Florence, où se rapprovisionne-t-on? Moi, je m'approvisionne chez Netbox. C'est une filiale du groupe Format Cargo. Après, il y a certainement d'autres endroits, hein. Et puis, la question effectivement d'Alexandre Landon concernant les assurances décennales, on va en parler On effectivement en après. parle juste après, c'est un gros morceau. Du coup, je vais poursuivre sur la troisième partie, donc notre rôle et nos responsabilités en tant qu'architecte dans ces conceptions. Alors, hop, faut juste que je masque vos questions pour avoir bien le diapo en visu. Euh, Donc, euh, donc un des défis majeurs qu'on a en tant qu'architecte pour la maison conteneur, c'est de respecter le maximum les règles en vigueur. Donc, on a, comme pour tout projet, finalement, hein, c'est la réglementation 20, l'ARE 2020 à respecter. Il va falloir qu'on respecte tout ce qui est sécurité incendie, accessibilité, et qu'on fournisse une maison qui est durable, avec une isolation thermique et acoustique qui est soigneuse. Enfin, rien de différent d'une maison traditionnelle. Les règles et techniques sont les mêmes. Hop. Donc, l'accompagnement du client, donc on joue un rôle de conseiller technique et d'intermédiaire avec les différents acteurs de projet, comme pour tout projet. Et on doit les guider dans leur choix de matériaux, dans les solutions d'aménagement et les techniques de construction pour optimiser le projet en termes de coût, de délai et de durabilité. Donc, le conteneur, c'est une réponse à apporter à des questions qui se posent aux clients. On peut le convaincre sur la partie on est pressé ou on a un budget limité. C'est un argument convaincant, tout en gardant à l'esprit qu'on ne fait pas qu'une maison conteneur pour économiser du temps et de l'argent, mais parce qu'on veut aussi habiter dans un conteneur. Donc, nos accompagnements, enfin, ils vont porter essentiellement sur le choix des terrains, euh, comment on va pouvoir on va faire accéder les conteneurs sur le terrain. Ça fait partie des questions qui peuvent être soulevées et, euh, et à laquelle on peut apporter conseil à nos clients. Les contraintes budgétaires, on va pouvoir les encadrer avec le client, comme pour toute construction. Après, on va apporter une réflexion sur les contraintes apportées à la construction modulaire en général. Donc, on a un module conteneur ou un module, je vais dire, Algeco. Ça reste du modulaire. Il va falloir qu'on apporte des réflexions sur les espaces qu'on va proposer, les volumes qu'on va proposer à nos clients par rapport à un module qui est restreint, hein. Le conteneur, il fait à peu près 2,45 m de large. Il faut le garder en tête. Et on va apporter des réflexions particulières aux gestions des façades pour pouvoir respecter le PLU, puisqu'on doit respecter dans un PLU plutôt une esthétique, un aspect extérieur.
Et le mode de construction ne regarde pas l'administration. Donc, c'est comment faire rentrer ce type de construction dans un PLU où il faut qu'on accompagne nos clients et qu'on apporte une réflexion particulière. Et puis, il y a aussi rassurer les clients parce que parfois, on a la question de qu'à qu'à transporter le conteneur. Euh, Globalement, les conteneurs, ils sont tous identifiés, donc, sauf si la plaque d'identification a été retirée, mais là, il ne faut pas l'acheter. Ils sont tous identifiés avec un numéro unique et on peut, avec ce numéro, exclure euh, le fait d'avoir transporté des matières chimiques ou pétrolières. Donc ça, c'est un aspect qui peut rassurer le client. Donc, je vais beaucoup le dire, mais comme pour la maison conteneur, on est sur vraiment, comme toute mission, en fait, on peut proposer deux types d'accompagnement à nos clients, donc la mission partielle et la mission complète. Donc en mission partielle, on n'a rien qui diffère entre la construction traditionnelle et la construction en conteneur maritime. Euh, on a deux cas. Le client, maître d'ouvrage, est autoconstructeur et porte seul la responsabilité de son chantier, ou il est accompagné par des artisans, il fait appel à des artisans et c'est lui et ses artisans qui portent la responsabilité du chantier. Euh, En mission complète, on a des conditions d'assurabilité, entre guillemets, qui sont identiques que sur la construction traditionnelle, c'est-à-dire que la MAF, donc la majorité d'entre nous sommes à la MAF. Peut-être que c'est différent chez d'autres assureurs. La CMA BTP m'a répondu la même chose que la MAF. Après, je ne les ai pas fait tous les assureurs, mais ils assurent de la même manière, c'est-à-dire que l'architecte, il est assuré pour les risques qu'il prend dans la construction. Il peut innover, mais il faut que derrière, tous les prestataires qui sont sur le chantier soient également assurés en responsabilité décennale. Ce qui va soulever votre point donc, dans notre troisième partie. Et la MAF demande potentiellement, alors juste ça c'est un point à rajouter, mais potentiellement la MAF demande l'intervention d'un contrôleur technique sur le chantier. Donc ce qui est à prendre en compte dans le cas d'une mission complète et dans le coût final de l'opération, puisqu'un contrôleur technique dans une opération de maison n'est pas nécessairement pris en compte, enfin c'est pas une chose qu'on a l'habitude de voir. Alors, Je, pour votre question, on parle encore de l'assurance en général. Oui, on en parle dans la quatrième partie, si vous voulez, on parlera de tout ça juste après. Patrick, les différentes dimensions de containers, il y en a un peu de toutes sortes, mais on va dire qu'il y a vraiment deux tailles euh, courantes. On a les 40 pieds qui font 12 mètres 20 de long. Alors, je ne sais plus de mémoire, David, en largeur, ils font combien? de 45 environ. 45 et vous avez les 20 pieds qui font la moitié en fait. Mais après, il y a surtout une différence de hauteur. Vous avez les dry qui sont les classiques, mais qui vont être, une fois qu'on isole et tout, qui vont être trop petits en hauteur sous plafond. Il faut plutôt partir sur du high cube qui est un petit peu plus haut, 20 cm de plus, mais qui permet une maison à la fin de 2,50 m de haut, quoi, à l'intérieur. Euh, Ensuite, la durabilité du conteneur, en particulier milieu agressif. Les vents chargés, ça et tout. Bah, à la base, les conteneurs, ils traversent la mer et tout, mais effectivement, moi, j'utilise que des derniers voyages et quand ils arrivent, ils sont bien défoncés. Mais c'est assez malléable, hein. Moi, j'en ai eu un, j'ai fait une construction avec 3 containers où le deuxième, quand il est arrivé, le plancher était 25 cm plus bas que le reste des containers. Bon, bah, avec de la soudure, j'ai réussi à le redresser. Et après, je pense que si vraiment, enfin, ce que je disais, s'il y a des trous ou quoi, de toute façon, on va tout réisoler et tout, on va tout reboucher. Donc, il n'y a pas trop de problème s'ils arrivent pas bien, quoi. Euh, oui, ils sont mis justement au rebut parce que ils ont fait assez de voyages sur l'eau et justement ils prennent l'eau en fait. Enfin, il y a certainement des trous où ils ont été trop cabossés. Donc ils sont mis de côté sur les ports et on cherche à s'en débarrasser. Moi en il tout cas, c'est ceux-là que je prends. il faut garder à l'esprit que c'est un acier Corten hein, quand même. Donc, Ouais. c'est quand même fait
pour absorber des conditions météorologiques assez détestables. Quant au PC et aussi au Caraïbes, où je me trouve actuellement, ils sont comptés comme des objets temporaires. Un permis n'est pas nécessaire, mais après, ça, c'est le problème, c'est Ouais, l'assurance. les assurances, on comprend Alors, bien que vous brûlez d'impatience d'en parler, mais alors on va en parler après. les Caraïbes, je ne connais pas la réglementation là-haut, mais par contre, effectivement, chez nous, c'est pas le conteneur, il n'est pas considéré comme un objet temporaire, hein. C'est une construction comme une autre. Elle doit avoir son permis ou sa déclaration préalable comme toute construction. Mais Et aux Caraïbes, enfin, c'est la pratique qui fait que vous ne nécessitez pas d'un permis, mais la loi, elle, normalement, vous oblige, hein. Bon, mon père est en Guyane, là-bas, les trois quarts des gens posent pas de permis, mais la légalité est la même qu'en France, en fait. Donc, à mon avis, que ce soit la Guadeloupe ou la Martinique, logiquement, on est censé poser un permis. Sauf si c'est juste enfin, un container, comme ce qu'on a ici pour des abris de jardin ou ce genre de choses. Et encore, hein, c'est des déclarations préalables, hein. Au-delà de 5 mètres carrés, vous êtes quand même obligé de le déclarer. alors, quel est le coût d'un conteneur? Alors, c'est assez On en a variable. parlé tout à l'heure, ouais. Mm. C'est assez variable. Je crois qu'actuellement, enfin, les derniers devis que j'ai eus pour un 40 pieds en high cube, on était à 1 800 € hors taxe, hors transport. Ouais. Faut faire attention sur le coût du container. Les 20 pieds, qui sont deux fois plus petits, sont souvent deux fois plus chers. Parce qu'il y a beaucoup plus de 40 pieds euh, qui traînent sur les quais, quoi. Le marché, ouais. Il y Mm. a pour les villes où le PLU favorise une architecture traditionnelle, tuile traditionnelle par exemple, l'utilisation des conteneurs reste-t-elle compatible? Oui, Oui, bien sûr. tout à fait. Oui, En bien fait, sûr. c'est En vraiment fait, on que voit plus les containers, hein. À la fin, on les voit plus. Les containers, ils sont complètement habillés. S'il faut faire une charpente par-dessus, enfin, il y a ça des, change. oui, il y a des projets, enfin, j'ai des exemples, bon, ils ne sont pas dans le diaporama, mais on pourra peut-être dans des prochains webinaires les montrer, où on a une charpente type fermette sur le conteneur et on ne voit absolument pas que c'est du conteneur. Mm. Je suis actuellement sur un projet euh, sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a bien un PC, oui, il y a bien un PC à faire, mais pas d'études thermiques. Ah bon? Je Non, le, c'est une obligation, logiquement, hein. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est partie de la France, donc c'est étonnant. On va je, parler de la Ça dernière fait toujours partie des avec les questions, assurances. on fait la dernière partie, Il y aura beaucoup plus de questions, là, je pense. ou peut-être plus de réactions. Euh, Ouais. la réglementation sur les constructions conteneurs, c'est les mêmes que pour toutes les constructions. C'est-à-dire qu'on doit respecter les PLU, on doit faire un permis de construire, on doit répondre aux exigences de la réglementation thermique 2020. Tous les textes de loi, nous devons les respecter, c'est-à-dire que le code civil, le code de la construction, le code de l'urbanisme doit être respecté, donc vraiment comme toute construction. Seule grosse différence, euh, c'est que le système constructif conteneur, donc je suis allé un petit peu vite sur cette diapo-là, le système constructif conteneur, pardon, ne dispose pas de DTU, ce qui va poser du coup les difficultés d'assurance dont tout le monde a envie de parler. Mais sur le reste, tout est exactement pareil. Et le reste de la construction bah, va respecter. Si vous avez des fondations à faire, qu'elles soient profondes, pas profondes, euh, légères, soit des pieux, des semelles ou quoi que ce soit, on va respecter toutes les contraintes qui nous sont appliquées comme pour n'importe quelle construction. Euh, Hop, et on passe du coup maintenant au financement. Je ne sais pas, tu voulais le faire peut-être ça, Caroline? Le financement? Oui, sinon j'y vais. Ben moi, le financement, ce qui a changé vraiment dans ma région, c'est que depuis 2022, on a une banque dans l'Hérault, hein, je sais pas si je peux citer le nom, mais c'est le Crédit Agricole de Ganges. Ils ont décidé d'ouvrir les prêts pour les constructions en autoconstruction.
c'est-à-dire maison container et péniche. C'est bien écrit en noir sur blanc. Là, on a le mot maison container, donc ça fait plaisir. Par contre, ils y mettent évidemment des, euh, des contraintes, c'est-à-dire que la personne en autoconstruction a l'obligation de prendre un architecte. Et il faut également sceller les containers aux fondations. Ça, c'est les deux choses qu'ils demandent absolument. Alors, quelque part, c'est malin parce que le fait de prendre un architecte, bah, vous avez l'assurance qui va avec. Et moi, pour avoir cherché une assurance où il y avait vraiment marqué maîtrise d'œuvre sur maison container, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la maison container ne fait pas partie des constructions traditionnelles. Donc, en fait, on est assuré sur tous les modes constructifs, mais pas la maison container. Et la MAF, donc je crois que beaucoup d'entre nous euh, y sommes, et du coup, la MAF, c'est bien écrit, on peut faire de la maison container. Donc avec, quand vous allez monter un dossier bancaire, donc dans cette banque-là où vous avez OK pour l'autoconstruction en container, et derrière vous avez l'architecte assuré à la MAF qui vient pour la construction container, ça fonctionne. La banque, ça n'est, pour moi, à ce jour, ça n'est plus un problème. Le gros problème reste l'assurance. Mais la banque commence à ouvrir les vannes, quoi, si je peux dire. Oui, parce que les principaux freins, hein, c'est effectivement le fait de construire en forme non conventionnelle. Il faut que les clients ils s'arment, entre guillemets, hein, pour monter des dossiers qui sont solides, qui montrent leur fiabilité et qu'ils aillent démontrer qu'une maison conteneur, c'est durable et pérenne. Il faut aller montrer patte blanche à la banque pour pouvoir financer ce type de projet. Euh, donc, euh, les banques, leurs obstacles, c'est la perception des risques. Hein, elles sont réticentes à financer des projets en maison conteneur parce que il y a un côté méconnu du processus constructif. Il n'y a pas de garantie solide pour eux, c'est-à-dire qu'une maison conteneur, c'est un cadre, c'est- ça leur paraît pas un actif suffisamment stable pour servir de garantie dans un cadre hypothécaire. Il n'y a pas beaucoup de banques qui ont envie de saisir, entre guillemets, une ruine, puisque c'est comme ça que c'était globalement perçu jusque maintenant. Et, euh, et on a des coûts du projet qui sont perçus comme imprévisibles. Dans les procédés de transformation, etc., c'est perçu par les banques de manière imprévisible. Et donc, c'est là où il faut accompagner le client pour qu'il puisse montrer un dossier solide à la banque qui lui permet de financer son projet. On a quand même des évolutions, hein. Les banques, voilà, il faut montrer le côté, les avantages écologiques, qu'on fait pas n'importe quoi non plus. Et il y a également l'appui des acteurs publics qui sont, qui soutiennent ce type de projet et qui financent ce type de projet, qui vont redorer l'image de la maison conteneur auprès des établissements bancaires. Et puis, bon, on a tout ce qui est normes du bâtiment qui nous permet aussi d'avoir des arguments pour monter un dossier solide et puis montrer à la banque qu'on fait pas n'importe quoi et qu'on va construire une maison qui aura une valeur. Donc pour ça, j'en ai parlé du coup dans de la slide précédente. Euh, on peut aussi conseiller pour le dossier bancaire et puis de manière générale, hein, conseiller aux clients autoconstructeurs d'aller se former. Il y a des formations qui sont proposées, notamment via Format Cargo, donc sur la transformation des conteneurs et le cadre bâti en général pour mener à bien ce type de projet. Conseiller à nos clients d'aller se former s'ils sont autoconstructeurs, ça paraît être une bonne chose pour leur donner également des arguments, euh, aussi bien pour la pérennité de leur maison que que pour l'établissement de leur projet bancaire. Les assurances. La maison conteneur, elle est censée être assurée en dommages ouvrages comme toute construction, hein.
Donc ça, c'est par le client et en assurance décennale. Donc nous devons l'assurance décennale et les artisans euh, doivent l'assurance décennale sur la maison conteneur. Le plus gros sujet qu'on a, c'est que les artisans sont soit assurés avec des assurances qu'on appelle exotiques, c'est-à-dire qu'elles sont souscrites à l'étranger, en Espagne, en Belgique, au Royaume-Uni. Donc, faut être très vigilant sur sur la validité de l'assurance souscrite à l'étranger. Euh, mais ça, c'est faisable. Et, et on a une vigilance à apporter également, c'est que de bonne foi, les artisans pensent être assurés pour la maison conteneur parce qu'ils sont assurés en charpente métallique ou en chaudronnerie. Mais ça ne couvre pas la maison conteneur même si le conteneur est solide, n'est pas considéré comme un matériau de construction. C'est là le principal frein. Donc, pour pouvoir porter un projet, théoriquement, porter un projet en mission complète de maison conteneur, il faudrait passer par un ATEX ou alors avoir, avoir un artisan assuré en, en responsabilité décennale à l'étranger ou passer par un ATEX. Donc, le problème de l'ATEX, c'est que ça va être long, à peu près 6 mois pour le faire. Ça va être coûteux, entre 30 et 40 000 euros, et très incertain de l'obtenir. Et en plus, ça va être spécifique au projet. Le client va donc, enfin, il va ruiner tout ce qu'il a économisé en temps et en argent, et il va le dépenser dans le fait de s'acheter une assurabilité. Donc actuellement, on a quand même un travail qui est fait donc, par le syndicat pour la carbotecture, donc Sidecar, qui s'est associé avec un bureau de contrôle national pour établir un ETR. C'est une étude de technique nouvelle pour permettre l'assurabilité des artisans dans le domaine. Donc ça sera sous condition que l'artisan soit informé et ça permettra à ces artisans d'aller monter patte blanche chez nos assureurs traditionnels pour obtenir une assurance décennale valable dans tous les cas sur la maison conteneur. Donc ça, c'est en cours et c'est un des leviers, c'est un des gros leviers qui est actionné pour obtenir une situation saine dans le cas d'une mission complète quant à nos responsabilités en tant qu'archi sur un suivi de travaux d'une maison conteneur. Autant en mission partielle, on est très tranquille. En mission complète, on est toujours un peu sur le fil. Et le mieux, c'est quand même, à un moment donné, avant de rentrer ce type de projet, c'est de prendre en considération la particularité de ce projet, d'appeler votre assureur qui vous donne ses conditions de suivi et surtout ses conditions de coût d'assurance, de pas prendre de surcote surprise au moment de votre déclaration MAF, par exemple. Et moi, sur les assurances, je vais finir sur les 4 recommandations de la MAF, hein. Donc, c'est piocher directement à la MAF hein, sur le domaine non traditionnel. Donc, voilà, il nous autorise à innover dans un domaine particulier. Donc là, celui qui nous intéresse, c'est particulièrement le conteneur. Mais il nous demande de ne pas assumer seul le risque de cette innovation. Donc, c'est de nous protéger des risques de condamnation in solidum et d'obtenir de l'entreprise une attestation d'assurance spécifique. Donc ça, faut que l'entreprise soit très convaincante auprès de son assureur décennal, ce qui, même comme ça, n'est pas certain, ou s'assure à l'étranger, ou alors, donc là, ou alors de procéder à un ATEX, mais on en revient à ce qu'on disait, donc coût délai allongé, coût à supporter supplémentaire par le client, qui n'est pas en corrélation avec le type de projet mené. Et j'en ai fini pour cette dernière partie. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, je n'ai pas regardé. Le nom du contrat de la MAF.
Je trouve que c'est le contrat courant, en fait, hein. Moi, j'ai Oui, juste, dans les déclarations après, mis quand est-ce que c'était de la maison container ou pas. Enfin, moi, je stipule. Par contre, effectivement, j'ai remarqué que mon coût d'assurance était plus élevé quand c'est une maison container. Donc, ce qui est dommage, c'est que là où on essaye de faire des économies sur des projets, finalement, là où il y a des assurances, elles se blindent toutes en disant, oula, là, ça va être compliqué, on va mettre plus fort la cotisation. Ce qui est vraiment dommage parce que ça fait tout l'effet inverse de ce qu'on veut faire avec la maison container en la rendant la plus économique possible. Mais le nom du contrat, je l'ai pas. Pour moi, c'est mon contrat de base, en fait. C'est de dedans, on a le mon- droit d'innover. c'est le contrat de base, hein. Moi, j'ai Ouais, appelé la MAF, ils m'ont refait un mail là-dessus. J'avais pas de, on n'a pas de contrat spécifique à souscrire. C'est pas une extension de garantie ni quoi que ce soit. On est couvert de base de pour base. pour ce type de construction. J'essaie de remonter Je vais les faire une questions. étude sur l'état de santé du container, comme les sondages pour les bâtiments de la rénovation. C'est une bonne question. Je saurais pas répondre. Moi, je l'ai pas fait puisque la maison container que j'ai dû faire récemment, les clients ne voulaient pas du tout de parois apparentes. Donc, vu que j'ai tout recouvert et tout habillé, j'ai pas jugé ça utile. J'espère que je me suis pas trompée. Non, puis le conteneur, enfin, il y a déjà un premier contrôle visuel qu'il faut apprécier. Est-ce qu'il est tordu ou pas? Dans quel état il arrive? Enfin, On a le droit d'aller le choisir aussi, hein. J'ai eu on voit si c'est une ruine ou pas, en fait, hein. Moi, je sais que quand je passe par Netbox, en fait, l'endroit où je peux chercher mes containers, c'est à Fos-sur-Mer. Et je me souviens d'avoir eu une fois le gars avant qu'il me les livre et il m'avait dit, mais si vraiment vous avez peur qu'on vous ramène quelque chose en trop mauvais état, vous pouvez aussi venir avec vos clients et les choisir. Donc, je l'ai pas fait parce que pour moi, qu'ils arrivent vraiment dans un sale état, c'était pas un problème. Je voulais pas me perdre du temps, emmener mes clients jusqu'à Fos aller-retour. Mais en tout cas, si on souhaite le faire, c'est possible. On a une remarque sur le respect également des règles parasismiques. Oui, évidemment. En fait, c'est exactement les mêmes contraintes que sur la maison traditionnelle. Le type de fondation qui va varier en fonction de l'étude de sol, en fonction de si vous êtes sur une zone d'aléa mouvement de terrain, une zone d'aléa mouvement, retrait-gonflement des argiles, etc. C'est tout pareil, respect des PPRI. Il y a, oui, parasismique, évidemment. Et ça y répond bien, hein. Donc, après, faut se rapprocher d'un bureau d'études. Et de manière générale, hein, comme pour toute construction, c'est d'avoir un bureau d'études pour les plans d'exé qui va calculer les renforts, qui va calculer parce que quand on fait une ouverture, il faut quand même la renforcer. Donc, qui va calculer toute cette partie des centres de charge et puis renfort. Ouais, Euh, moi, c'est pareil, hein, sur les constructions, que ce soit du tradi ou de la container, j'ai toujours mon ingé structure qui va me calculer les fondations, etc. D'ailleurs, souvent, les fondations sont un petit peu plus allégées puisque le container est enfin, 5 fois plus léger que de la construction traditionnelle. Donc, ça a une incidence sur les fondations. un conteneur de 12 de 40 pieds, pardon, c'est à peu près 3 tonnes. Ah, j'aurais dit 2. C'est de 2950, quelque chose comme ça. Après, c'est léger en fait. ETR, pour vous donner la définition de l'acronyme, c'est étude de technique, c'était nouvelle, je crois. C'était ETN, pas ETR. C'est étude de technique nouvelle. Hop. Il y a une petite faute dans le slide, effectivement. C'est un ETN, pas un ETR. Assurance à l'étranger, Grande-Bretagne, Canada, enfin, peu importe, en fait, il Déjà faut. difficile en France, alors chez les Ouais, autres, je sais voilà. pas. En Belgique, on en trouve en Espagne parce que c'est des endroits où on fait de la maison conteneur aussi depuis un moment. Le, Ce qu'il faut être sûr, c'est que la garantie, elle sera valable pour le client en cas de souci, en fait. C'est pas avoir le problème d'assurance à l'étranger, c'est comment ça se passe si on veut vraiment l'activer.
Et, Ouais, ouais, c'est toutes ces assurances un peu exotiques, ça inspire pas confiance, hein. Enfin, pour ma part, hein. en tout cas, en devoir de conseil, on doit quand même mettre une vigilance aux clients sur ce point. La solution n'est-elle pas de faire un groupement momentané d'entreprises pour chaque chantier? Je ne sais pas ce que ça changerait, si c'est possible d'expliciter, puisque même dans un groupement d'entreprises, là, il faudra être assuré en décennal pour chaque prestation qui est proposée. Donc, ça changera pas grand-chose qu'on soit un groupement d'entreprises ou qu'on soit une entreprise séparée ou en entreprise tout corps d'État. Est-ce que Est-ce que vous... vous travaillez avec des partenaires constructeurs bureaux d'études spécialisés dans la maison container? Moi, j'ai les mêmes équipes pour la traditionnelle ou pour le container. J'ai eu beaucoup de mal à aller sur le container avec mes artisans qui pensaient que ça allait être compliqué et tout. Et à partir du moment où j'ai fait la première, quand je leur ai posé la question, quand j'ai eu ma deuxième commande, s'ils étaient prêts à venir avec moi pour faire la deuxième, ils ont signé tout de suite. Ils m'ont dit, ah, c'était facile, rapide. Ils ont trouvé ça assez rigolo. En plus, ils étaient assez fiers d'avoir participé au projet novateur. Oui, bah, pareil pour moi, j'ai globalement toujours les mêmes artisans. Donc, c'est les mêmes en traditionnel. Donc, pour les lots traditionnels, c'est les mêmes que j'ai en traditionnel ou sur le conteneur. C'est les mêmes qui interviennent, mis à part mon artisan en conteneur qui est globalement toujours le même. Et le fournisseur également toujours le même. Structurellement, on n'a pas la certitude de la fiabilité. Il ne faut pas que les angles arrivent coupés, ça c'est sûr, hein, mais la fiabilité, quand vous voyez comment ça arrive, enfin, il y a les angles, il y a enfin, les parois. Je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, mais ça tient debout, quoi. C'est pas. C'est sûr que si un conteneur arrive avec un angle découpé, moi je le prends pas. Ça c'est sûr et certain. Oui, un coin ISO, bah, c'est ce que la remarque suivante, c'est nous sélectionnons les conteneurs car il ne faut pas que les coins ISO Ah oui, pardon. défaut. C'est exactement ça. Ah non, ouais, Faut ah, qu'il- jamais. si en fait, si le conteneur, c'est des longerons des profils acier, hein, un cadre en profil acier avec des coins ISO et un remplissage tôle. Si la tôle elle a un défaut, c'est pas bien grave. Si les longerons ils ont pris un coup de pelle et qui sont tordus, c'est déjà beaucoup plus problématique. C'est ces points-là sur lesquels il faut être vigilant. Euh, Généralement, quand vous avez le livreur au bout du fil, faut bien lui préciser que les parois, c'est pas très grave. Par contre, la structure, effectivement, on veut qu'elle arrive quand même enfin, entière, pas manquer des bouts, quoi. Ça, c'est pas possible. mais vraiment, l'anatomie du conteneur, c'est vraiment une boîte, une boîte métallique avec structurelle extérieure et du remplissage tôle. Et la tôle qui contrevente, mais qui peut être cabossée sans que ça pose de problème au conteneur. Ce qui va poser problème, c'est effectivement que les longerons, que les coins ISO, ils aient pris des coups, des méchants coups. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui arrivent, mais je crois Après, il y qu'on aura trois autres webconférences où on va encore parler de conteneurs et je crois que c'est le dernier, le quatrième au mois de décembre, hein, où on pourra vous montrer les constructions qu'on a faites. Oui, On est je crois aussi, oui. Et puis ces questions de structure, tout ça seront abordées plus en détail ouais. également dans les prochains. On a une question Ouais, qui est Didier venue là. Sorel, Oui, on combien de parois peut-on enlever? peut toutes les enlever. Toutes, globalement toutes. Alors là, on a parlé des conteneurs courants, mais il existe des conteneurs où c'est juste le squelette. Ouais. Euh, Mais après, quand on enlève les parois, attention, il y a quand même un fléchissement de la structure, il faut la consolider, hein. il Donc, faut, sur la paroi de 12 mètres, il nous faut au moins deux consolidations. Ouais, voilà, après, c'est vraiment le travail avec son bureau d'études pour calculer, dimensionner les renforts à mettre en fonction de ce qu'on a enlevé. Mais globalement, tout peut être enlevé. Ouais.
Bah, merci beaucoup, David et Caroline. Il n'y a plus d'autres questions, il me semble? Non. Non, du tout. Et nous serons évidemment ravis de vous retrouver dans le cadre des 3 autres webconférences. Je vous ai placé d'ailleurs le lien dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire, prendre connaissance évidemment du programme. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Il est 19h13. Comme annoncé, ce cycle de webconférence est plus court que d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Oui, pardon. Je lisais Merci. la dernière question, Ah, c'était non, mais c'est une question, Caroline, réponds-y, bien sûr. j'ai juste vu, avez-vous regardé chez les Hollandais, ils font des projets flottants à la base de containers. Eh bien, écoutez, moi, je vais regarder parce que j'ai fait une maison flottante pour mon père en Guyane sur le Maroni et on a utilisé des bidons. On n'avait pas encore enfin, dessus, on a mis après des parois classiques. On n'a pas utilisé les containers, mais je regarderai parce que ça m'intéresse. Voilà. Merci Gaëlle, pardon. Non, 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 je t'en prie. Je t'en prie, bien sûr. Ok, bah écoutez, en tout cas, on va. Caroline, David et Boris, on reste ensemble. En revanche, bah, et on vous souhaite une excellente soirée et on vous remercie grandement pour votre venue et on vous dit à très bientôt, Merci. prochainement en octobre. Bonne soirée. Ouais, bonne Bonne soirée. soirée. Merci à